Les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler ensemble d'une potentielle récession aux États-Unis. On va étudier plusieurs indicateurs économiques qui ont pas mal bougé ces derniers mois. Ça bouge beaucoup et là, je pense que c'est assez alarmant pour l'avenir de l'économie US. On commence donc sur TradingView avec le premier indicateur pour cette récession future. J'ai affiché le nombre de chômeurs aux États-Unis simplement. Pourquoi le nombre de chômeurs est représentatif d'une récession? Simplement parce que plus vous avez de chômeurs dans une économie, moins il va y avoir de consommation. Un chômeur, c'est quelqu'un qui va pas toucher de salaire à la fin du mois. Donc si un chômeur ne consomme pas de biens, que ça soit des biens matériels, des services, de la nourriture, peu importe, et bien en fait ça ne stimule pas l'économie. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui vend, par exemple, on va prendre le cas de Walmart, Walmart qui vend de la nourriture, qui vend des vêtements, etc. Comment voulez-vous que son chiffre d'affaires augmente et soit en croissance si le nombre de chômeurs aux États-Unis fait que d'augmenter? Clairement, ce n'est pas possible en fait. Donc vous allez prendre n'importe quelle entreprise, si les chômeurs augmentent, ça va être très compliqué pour elle de se dégager un chiffre d'affaires en croissance. Et c'est donc pour ça qu'on va s'intéresser d'abord à cette donnée économique pour se fier à une potentielle future récession. Et qu'est-ce que j'ai matérialisé sur ce graphique? Donc, vous pouvez voir en bleu, c'est donc le nombre de chômeurs aux États-Unis. Et en rouge, les carrés, enfin les rectangles rouges que vous voyez ici, c'est les différentes récessions qu'il y a eu au cours des États-Unis. Ici, vous avez donc la crise des subprimes et la bulle dot-com, donc des années 2000. Donc la crise des subprimes, elle a commencé à peu près en début 2008 et la crise dot-com à peu près début 2001. Donc on peut voir que lorsqu'on a atteint un point bas sur le nombre de chômeurs aux États-Unis, on augmente d'à peine 14% pour la crise dot-com, et ensuite on rentre en récession. Donc le début de la récession est matérialisé en rouge. D'accord. Pour la crise des subprimes, c'est la même chose. J'ai pris le point bas ici, j'ai tracé donc une augmentation, et là ce qu'on peut voir, c'est qu'on a exactement la même chose. Dès qu'on rentre en récession, à peu près à 13-14% de hausse au niveau des chômeurs aux États-Unis, on rentre en crise aux États-Unis. Et j'ai matérialisé également, comme vous pouvez le voir ici, le nombre de jours durant le point bas jusqu'à l'entrée en récession. Et en moyenne, on a 1 an, voire 1 an et demi. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, on a atteint un point bas donc à peu près le 1er décembre 2022. Et là, on a monté de 25%. C'est-à-dire que là, depuis le point bas, on a déjà pris 25% de hausse par rapport au taux de chômage aux États-Unis, donc c'est énorme. Ensuite, en termes de temps, on est un peu plus grand en termes de laps de temps, on a 580 jours, donc entre le point bas et actuellement. Donc ce qui voudrait dire que, clairement, par rapport aux données qu'on a passées, et même si on veut se fier aux données encore dans le passé, on a du 12% ici, pour les entrées en récession qu'il y a eu dans les années 1900. Je trouve que ces récessions-là sont un peu moins pertinentes que les deux dernières, tout simplement parce que le contexte économique, la liquidité qu'il y a dans les marchés, le nombre d'investisseurs, etc., c'est complètement différent, ça a changé. Depuis l'avenue d'Internet, on a vraiment une possibilité, monsieur tout le monde peut investir, etc. Et puis la façon de gérer, je pense, les taux de banque centrale, etc., c'est totalement différent. Ça a un petit peu changé par rapport aux années passées. Donc pour moi, les récessions qui se calquent, on va dire, qui s'apparentent le plus à celles qui risquent d'arriver, ce seraient les deux dernières. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on a à peu près une montée d'environ, allez, on va dire 15% sur toutes les dernières entrées en récession du nombre de chômeurs aux États-Unis, et ensuite la récession arrive. Et là, dites-vous qu'on est déjà à 25% et 580 jours. Donc, pour moi, c'est demain la récession en fait. Moi, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de, pour moi, faire une sorte de bear trap sur le S&P 500. On va le voir tout à l'heure à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et on va essayer de piéger le maximum de personnes pour pouvoir en fait les faire acheter au top. En fait, c'est le but de la smart money, tout ça. On va passer au deuxième indicateur, donc qui est tout simplement le pourcentage, donc le taux de chômage aux États-Unis. C'est exactement la même chose. On voit que dès que le taux de chômage commence à devenir croissant et part en parabole, on a un risque
très élevé de récession. Comme vous pouvez le voir, dès que ça part en parabole, risque de récession, risque de récession, risque de récession. Et pareil pour toutes les récessions qu'il y a eu précédemment aux États-Unis. Là, on peut voir tout simplement qu'on est sur une tendance haussière qui a repris depuis le 1er octobre 2023 et on pourrait très bien venir monter comme ça, voire même beaucoup plus parabolique, hein, on pourrait venir chercher comme ceci. Donc à partir du moment on va commencer à casser les 5% de taux de chômeurs, etc., ça va commencer à être très difficile pour les États-Unis de maintenir leur croissance actuelle. Donc, pour moi, c'est un point, un red flag. De plus, donc j'ai tapé un petit peu dans le chat GPT, hein, tout le monde a accès à cet outil, hein, j'imagine. Enfin, tout le monde, du moins, sait ou l'a déjà utilisé une fois. Et qu'est-ce qu'on voit ici au niveau du taux de chômage? Une augmentation significative du taux de chômage est souvent un signe précurseur de récession. Par exemple, un passage du taux de chômage de 3,5 à 4,5% ou plus en quelques mois est un signal alarmant. Alarmant, les gars. Donc si on revient ici, on a dit quoi? 3,5. Donc on y était, allez, on était ici, donc on était au mois d'avril, et s'il veut bien le tracer, donc mois d'avril, voilà. Donc on est passé, si je me mets en mensuel, ça sera plus simple, comme ça on verra vraiment les mois. On était à 3,5 par ici. Voilà, 11 barres, donc en quelques mois, donc allez, en 10-12 mois, voilà, en une année en quelque sorte, on a atteint ce fameux donc 4,5 de taux de chômage, donc qui est pour ChatGPT un signal alarmant. Voilà. Ensuite, on va passer sur le DXY. Donc le DXY, c'est tout simplement le dollar américain seul. Donc vous allez pouvoir, pareil, voir que avant chaque récession, on a une belle chute du dollar. Donc c'est simplement en fait l'économie américaine qui se contracte, puisqu'on a une certaine augmentation des taux directeurs justement pour contracter l'économie. Donc qu'est-ce que font les investisseurs quand on a une contraction de l'économie? Ils vont aller chercher à placer leurs capitaux dans une autre économie, parce qu'il y a des risques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, comme on matérialise ici, c'est toujours cette fameuse bulle.com. On a une belle chute que j'ai matérialisée par la petite flèche rouge ici, puis ensuite une montée pendant la crise. Et pourquoi, vous allez me dire, le dollar va reprendre de la valeur pendant la crise? Eh bien simplement parce que tous les investisseurs qui sont positionnés sur les risk-on, donc risk-on, qu'est-ce que c'est que les risk-on? C'est tout simplement les actions et les actifs à risque. Donc les risk-on, c'est tout simplement les actions, les crypto-monnaies, etc. Tout ce qui est actif, qui va bouger relativement vite, en fait. Et quand on a une économie qui commence à ralentir, eh ben, on sait très bien que les investisseurs vont pas vouloir être positionnés sur des actions type Apple, Tesla, etc. Parce que ils sont conscients pertinemment que on a beaucoup de chômage, donc qui dit beaucoup de chômage, dit moins de personnes qui vont se payer des téléphones Apple. C'est complètement logique en fait. Donc du coup, ils vont prendre leur profit. Donc quand on prend un profit sur une action qui a monté pendant X mois, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça retrace. Et quand une action retrace, c'est simplement ici, les vendeurs, on vend, d'accord? Donc on vend une action Apple pour acheter quoi? Pour acheter du dollar. Donc c'est pour ça que généralement pendant une récession, on a ensuite ici une montée, du dollar, une reprise de force du dollar pendant la récession. Et une fois qu'on arrive à la fin de la récession et que les investisseurs commencent à réinvestir leurs capitaux dans les actions, et ben on a un retournement et ça signe la fin de la récession. Donc ça peut être un bel indicateur quand vous avez peut-être une pattern de retournement sur le dollar lorsque vous êtes en récession, ça peut être un moment d'investir dans les actions et dans les risk-on. Ensuite, là je vous ai placé un beau graphique, je pense que très peu de personnes connaissent, parce qu'il faut aller chercher un petit peu dans les recoins de la finance. Donc c'est un site qui s'appelle Open Insider, qui est très intéressant. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ça date un peu. Open Insider, vous pouvez aller chercher, faire un petit tour dessus. Moi, je vous conseille vraiment de parcourir le site parce que c'est très intéressant. Ça permet de voir les différents actionnaires en fait d'entreprises américaines. Qu'est-ce qu'ils font de leurs actions? Donc, par exemple, vous prenez l'exemple de Elon Musk.
On peut le retrouver dessus et on va pouvoir regarder ensemble ce que fait Elon Musk avec ses actions. Est-ce qu'il les vend? Est-ce qu'il en achète? Est-ce qu'il hold tout simplement et qu'il fait rien? C'est possible aussi. Et on va pouvoir le voir. Et en fait, cette charte que vous voyez ici en bas, c'est le cumul de tous les détenteurs d'actions américaines, donc cotés en bourse, pour savoir que font-ils de leurs actions. Est-ce qu'ils sont en train d'acheter? Donc le bleu que vous voyez ici sur la partie basse de la courbe, c'est les purchases en anglais, donc c'est les achats, et les sales, ça va être les ventes d'actions. Et pourquoi on peut se servir donc de ce graphique-là? Parce que en fait, c'est donc un graphique qui est émis par les États-Unis, donc la Federal Reserve. Ils sont obligés, lorsqu'ils vendent des actions, parce qu'ils en détiennent beaucoup, ils sont obligés de le signaler. Donc je crois que c'est un mois après, ou je sais plus exactement combien de temps, mais ils sont obligés de le signaler à la Réserve fédérale des États-Unis pour qu'ils puissent le rentrer dans un dossier, etc. Et c'est obligé d'être publié. Donc tout ça, c'est publié. Et ce site-là, en fait, va répertorier toutes les publications des ventes et des achats de différentes personnes dans le milieu de la bourse, en fait. Donc ça permet vraiment d'avoir un œil sur les portefeuilles de personnes connues comme Warren Buffett, le CEO de Apple, etc. Enfin, vous pouvez vraiment avoir les portefeuilles en direct, enfin voir les mouvements de portefeuille en tout cas, de gros actionnaires de boîtes comme Apple, Tesla, Amazon, etc. Comment on va utiliser ce schéma pour potentiellement prédire une récession? Et bien simplement, vous allez pouvoir vous placer donc en amont d'une récession avec cette petite molette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ça. On va se mettre juste avant la crise des subprimes. Donc, on va se mettre à peu près par ici. Donc voilà, c'est pas mal 2006, 2009. Ouais, je pense qu'on est pas mal dedans. Et là, on va essayer de repérer un petit peu les pics de vente. Qu'est-ce qu'il y a eu comme pic de vente? Et généralement, c'est des bons endroits pour vendre parce que quand beaucoup d'investisseurs, donc d'actionnaires, de boîtes américaines se mettent à vendre ensemble, parce que là, clairement, on a plus de 577 ventes en même temps, le même jour. Donc là, généralement, c'est soit on a une panique sur les marchés, soit c'est un bon moment pour vendre. Donc par exemple, on va prendre, bon celui-ci il n'est pas ultra pertinent, c'est pas toujours non plus à 100%, parce que ça peut être une crise de confiance sur les investisseurs, il y en a qui vendent. Mais généralement, quand il y a des gros pics de vente, ça peut être un bon moyen de commencer à se séparer de quelques actions, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a des confirmations, pourquoi pas se séparer d'un peu plus. Donc là, par exemple, on va se mettre le mois de mai 2007, donc on va aller sur le S&P 500 au mois de mai 2007, donc là on y est. Donc mai 2007, tac, 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 on est où? Donc avril 2000, hop, 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 novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin et mai. Et bah, regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Donc là, si on se met au mois de mai 2007, regardez où vous auriez vendu. Donc même si vous vendez là ou là, et bah, quelques mois après, si on se fie à cette vente ici, quelques mois après, vous auriez économisé environ, si je me mets même au début de la bougie, hop, vous auriez économisé un moins 50% sur le S&P 500. Donc, autrement dire que si vous avez des actions, ça sera beaucoup plus que ça. Parce que généralement, le S&P 500 va chuter de 50%, mais si vous avez des actions, ça peut chuter très bien de 60-70%. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Peut-être pas vendre tout d'un coup ici, mais par palier. Peut-être d'aller chercher le deuxième pic. On a un deuxième pic quand? On a un deuxième pic ici, le 4 juin. Donc le 4 juin, on était quand? On va se remettre dessus. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Le 4 juin, donc au mois de juin, les amis, on était où? Eh ben on était juste à côté. Donc voilà, pareil, vous pouvez revendre une partie ici. Après, est-ce qu'on a d'autres pics de vente? On a d'autres pics de vente ici au mois de juillet, 364 sels. On a un autre pic au mois d'août, donc pareil, vous pouvez regarder. Il y a juste à regarder. Juillet, on était par ici, ouais voilà, donc là il y a une certaine panique, et août, ouais pareil ici, donc voilà, ils vendent en plusieurs fois. Mais peut-être que ça peut être une bonne idée pour prendre certains profits sur le marché, et commencer à s'intéresser à, si, comme on le sait, on est dans une période d'augmentation du taux de chômage, le nombre de chômeurs est vraiment en train de partir en croissance forte au niveau des États-Unis, et bah commencer à se libérer d'un petit peu d'actifs à risque, ça peut être une bonne idée. Donc voilà comment on peut l'utiliser, et je pense qu'on peut l'utiliser pareil sur d'autres crises, à chaque pic, essayer de voir où on en est, etc. Donc à vous de voir.
comment vous voulez l'utiliser, c'est à vous de faire vos propres recherches, mais je pense que ça peut être un très bon outil. Ensuite, là, vous avez un site qui est super intéressant qui s'appelle Trading Economics et vous pouvez targeter en fait en cherchant dans les pays, soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la zone euro, etc. Et ça vous donne toutes les datas économiques en cours. Ça peut représenter donc le taux de croissance du PIB, vous avez le taux de chômage, les taux d'intérêt, etc. Et en cliquant dessus, donc si je clique sur le taux de croissance du PIB, vous allez avoir les mois précédents pour voir un peu la tendance sur ce qui s'est passé précédemment. Donc ça vous permet de vous donner un petit peu un ordre d'idée sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Bon, bien sûr, je l'ai traduit en français, vous avez juste à faire clic droit, traduire en français, comme ça, vous n'avez pas besoin de... Enfin, c'est vrai que des fois, c'est un peu... En anglais, on n'arrive pas forcément à se rendre compte de ce que ça veut dire en termes de data, et en français, c'est un peu plus simple. Voilà. Donc, par exemple, si on va regarder le PMI manufacturier, donc, et ben, on se rend compte de quoi? Donc ça, c'est pareil, c'est un très bon indicateur de ralentissement économique, donc de potentielle récession. Ce qu'on peut voir, c'est que courant d'année 2024, donc si on se met au mois de février, on a eu une belle hausse, donc c'est pas trop mal. Et là, on voit que depuis le mois de février, on n'arrive pas à refaire des plus hauts et ça commence à ralentir. Mois de mars, ça diminue. Mois d'avril, on est tout juste sur les 50, donc sachant que c'est un indicateur qui vous dit que lorsqu'on est au-dessus de 50, on a donc de la production, enfin une croissance en termes de production. Par contre, lorsqu'on est en dessous de 50, ça veut dire qu'on est dans une diminution de la production. Donc là, au mois de mai, on est remonté un peu au-dessus, au mois de juin aussi, et là, on a 2 mois dans le négatif. Donc on a le mois de juillet, on était à un peu plus de 49,5, quelque chose comme ça. Et là, clairement, au mois d'août, on est en dessous des 48,2. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. On l'a déjà eu aussi l'année dernière, hein, mais là, je pense là, on est quand même sur un taux d'inflation qui est complètement différent de l'année dernière. Maîtriser l'inflation, son inflation, il me semble, aux États-Unis, on va le vérifier ensemble maintenant. Donc là, notre taux, donc on est bien, oui, à 2,9 d'inflation, contrairement à l'année dernière, où l'année dernière, on était beaucoup plus haut. Si on se réfère voilà, au mois de décembre, on était à 3,4. Donc là, on a quand même une inflation qui est relativement maîtrisée, mais par contre, on a le secteur manufacturier PMI qui est largement en baisse à 48. Donc c'est pas très très bon. Ce qui continue de performer par contre aux États-Unis, c'est les services. Mais si, admettons, demain, les services commencent à retomber à des niveaux bas, donc si on a une chute du secteur des services, eh ben, il va falloir vraiment s'inquiéter. Et ça va aller très très vite. Parce qu'après, c'est une pyramidale. Je me suis gouré. On va revenir là-dedans. Voilà, donc c'est ça que je voulais mettre là-dessus. Après, vous pouvez regarder un petit peu toutes les autres datas, il y a plein de datas super intéressantes, et traquer vos datas au fur et à mesure de l'année, ça peut vous permettre de vous donner des indications sur des mouvements de portefeuille à réaliser vers des obligations, vers certaines monnaies, etc. Ensuite, pourquoi c'est intéressant aussi en ce moment de commencer à prendre des profits. Là, on a donc les taux de probabilité de baisse ou de stagnation des taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis. Là, vous voyez que pour l'instant, pour le mois de septembre du moins, on a un taux directeur qui resterait autour des 50 à 52,5, sachant qu'en ce moment, les taux directeurs sont à 5,5. D'accord? Donc, normalement, on devrait avoir une baisse des taux directeurs pour le mois de septembre. Ensuite, si on se réfère à... Là, je me suis mis sur le 18 décembre 2024, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis compare. C'est-à-dire que, courant d'année, quelles étaient les probabilités au mois de juillet pour ce mois-là, par exemple. Et on voit que les investisseurs avaient une probabilité qui était largement supérieure. On voyait qu'au mois de juillet, on était encore à 58% sur des taux à 4,50, 4,75. Et là, on voit que plus on arrive dans les mois, donc plus on arrive sur le current et le mois d'août, plus on voit que les investisseurs sont en train de pricer des taux pour le mois de décembre à 4,25, 4,50. D'accord? Donc en fait, c'est une baisse énorme. C'est-à-dire que là, vous voyez que clairement, dans les prochains mois, les taux de la Banque centrale vont baisser, mais drastiquement. Donc ce qui signifie que si ça baisse très vite, qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui se passe lorsque les taux de la Fed, donc la Federal Reserve, chutent d'un seul coup? Eh ben, on va regarder ensemble. En bleu, vous avez les fameux taux de la Fed. Donc là, on a la montée de taux, une stabilisation et une chute. On prend notre fameuse crise .com, donc la crise, la bulle Internet. Qu'est-ce qui s'est passé avant la récession? Donc récession en rouge, hein, comme d'hab. On a eu la montée des taux, plafonnement de la montée des taux pendant quelques mois, donc ici, aux alentours des 6,5, et la première chute de taux. Donc après la première chute de taux, qu'est-ce qui se passe? Ça chute drastiquement parce que l'économie ralentit, donc il faut canaliser tout ça. Et comment on canalise une économie qui ralentit? Ben, on est obligé de stimuler l'économie, et pour stimuler l'économie, on est obligé de descendre les taux. Comprenez tout ça? Parce que lorsqu'on descend les taux d'intérêt pour emprunter, eh ben, ça permet aux particuliers, aux gens qui veulent emprunter, aux entreprises, bah de se financer à moins cher. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter une voiture, si vous avez un taux d'intérêt à 6%, bah c'est moins avantageux que d'acheter votre voiture avec un taux d'intérêt à 1 ou 2%. Vous êtes d'accord avec moi? Même pour une maison, c'est la même chose, un appartement. Si vous avez un taux à 1%, bah vous allez acheter beaucoup plus facilement que si vous avez un taux comme en ce moment à 3-4%. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après la chute des taux? Récession. Alors quand tout le monde me parle de on va éviter la récession, oui, non mais ça c'est des conneries, etc. Mais regardez les datas les gars, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Je vais vous donner passé, que après une chute des taux directeurs, on a systématiquement une récession. Chute des taux, récession. Chute des taux, récession. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Ne serait-ce que faites attention à vos portefeuilles, faites attention aux actions. Ça va pas arriver forcément demain, mais ça va arriver courant fin d'année, voire début d'année 2025. Donc, restez attentifs aux données, aux data économiques. Si vous êtes intéressé par le fonda, etc., n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.